pas imaginer que j'aimais autant mes enfants. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on attende comme ça à la vie de quelqu'un. De toutes les façons, ce que nous demandons, c'est un droit. Ce que nous demandons, c'est un droit. Moi, j'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai commencé cette maison-là avant qu'elle ne commence. Je suis arrivé dans cette maison avec certains de mes camarades que je vois ici. 8 mois avant les signaux de Digital Congo. Donc nous l'avons bâti, nous l'avons construite. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons de droit, nous leur avons montré notre bonne foi. On leur a cédé 3 mois de nos salaires. On a accepté d'être payé par échelon. Et puis après, pour ce combat-là que je mène, que je me retrouve dans des situations comme ça, moi, ça me rend quand même malade. Je lis inévitablement ce qui m'est arrivé à mon engagement syndical et à mes réclamations. J'étais inévitablement. Évidemment, je ne peux pas dire ça comme ça, j'ai des preuves, mais ce qui arrive est lié inévitablement à la situation, à ma situation de syndicaliste. Ce que je vous demande tout simplement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour me permettre de rentrer et retrouver ma femme. Ça va. Madame. Essayez de venir me soutenir. D'être là. Ah, honorable, vous avez la sécurité d'être là. On est ensemble? Oui, oui, oui. Vous avez le temps de ça va? Oh, Jean-Pierre. Non, mais... Parole aux présumées victimes. Hein? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous allez remarquer que je viens dans des circonstances comme ça, sans veste et sans cravate. La barbe n'est pas taillée. Toutes mes excuses pour ça, c'est dû tout simplement à la situation dans laquelle je suis. Donc en clandestinité, c'est difficile de voir un coiffeur. Et c'est compliqué d'aller fouiller dans sa garde-robe pour trouver une veste et cravate pour raison de civilité. Je voulais également vous dire merci de votre disponibilité et surtout d'avoir accepté de nous recevoir avec toute la délégation qui nous accompagne. Au fait, ce qui s'est passé exactement, j'espère que d'autres aspects de la situation, notre avocat, Maître José Kadima, qui nous accompagne, vous donnera un peu les détails. Les détails techniques. Ce qui s'est passé, c'est que c'était samedi. C'était samedi, je rentrais à la maison. Mais avant samedi, il s'est fait que je recevais beaucoup d'appels, des menaces, hein, des appels anonymes, tout ça. Parfois, quand je passais à la télé, j'ai dénoncé ça. On me menaçait par rapport à une situation qui se passe à Digital Congo. Je suis journaliste de Digital Congo et je suis à la tête d'un mouvement de revendications à Digital Congo. Il s'est fait que Digital Congo avait des arriérés de personnel, de 15 mois exactement, 15 mois. Nous avons écrit aux autorités de Digital Congo pour lancer des négociations et discuter des contours pour tenter de trouver la solution. Ils n'ont pas répondu. Nous avons saisi l'inspection du travail. On a été convoqués à 3 reprises. Et le personnel et l'employeur, et ils n'ont pas répondu. Alors nous avons décidé de lancer un mouvement de grève.
Alors, au terme de ces mouvements de grève, la responsable de Digital Congo, qui est Mme Jeannette Kabila, qui est à la fois propriétaire de Digital, mais aussi présidente du conseil d'administration, a décidé d'envoyer un émissaire. C'était M. Mugalou, M. l'ambassadeur Mugalou. L'émissaire est arrivé, on a discuté de ce qui devait être fait. Nous, on était représentés avec nos avocats, eux également. On a convenu que l'employeur paye les 15 mois d'arriérés des salaires par palier. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuiez aussi, la maison connaît le problème. Moi, j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis. Nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois. Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations, ils ont payé une première partie, je crois que c'était 3 mois. Arrivé à la dot, il fallait payer juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte. Ils disent personne ne va entrer. Personnellement, j'ai parlé presque une centaine de fois avec l'ambassadeur Mugalou. Je lui dis c'était pas ce qui était convenu. Non, Mme Jeannette m'a dit, Mme Jeannette Kabila a dit, il doit d'abord réformer un peu, vous revenez samedi. Samedi, on l'appelle, Mme Jeannette Kabila, je ne l'ai pas encore rencontrée, revenez lundi. On l'a appelé une centaine de fois comme ça. Nous avons remarqué tout simplement qu'entre-temps, il commençait à appeler les grévistes un à un. Au point où un groupe d'une cinquantaine de personnes se retrouve dans la rue. Alors, se retrouvant dans la rue, nous leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusqu'à là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Et ça fait 8 mois que la situation perdure. Ça fait 8 mois que la situation perdure. Alors, nous avons levé la voix pour condamner ça. Moi, à chaque fois qu'il m'arrivait de passer à la télé, j'ai lancé des appels solennels à Mme Jeannette Kabila, parce que c'est quand même elle la propriétaire de la chaîne. Une fois, je lui ai dit, vous ne devez pas oublier, non seulement que vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi labellisé, Kabila. Le nom que vous portez, c'est quand même un nom... voilà. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu. Donc, les semaines qui ont suivi l'agression, j'étais obligé, on m'appelait pour me menacer, tout ça. Samedi, il est 23h15 ou 23 légèrement passé. Pour ces raisons-là, pour des raisons de menaces, j'avais opté de ne pas sortir avec ma voiture. J'habite Maman Mobutu, j'ai eu l'impression que c'est trop identifié, comme on m'appelait de temps en temps. Je prends les transports en commun, les D107, les véhicules normaux pour éviter le problème. Alors samedi, au-delà des 23h, je suis descendu de mon taxi à Maman Mobutu vers chez moi, à Matadi Kibala. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ces côtés-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors, le motard passe. Il avait 2 personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, Mozo pousse à Nengenin. Le temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler. Au Komona, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakanana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakanana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro 1. J'aperçois une Jeep qui ressemble à une Jeep de la police, où les gens se mettent à... Je dis ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une... Et j'ai crié. Et je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que je crie, au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la Jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes 2 agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté de raser les murs en attendant d'observer le mouvement de la Jeep. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru. J'ai pris la poudre d'escampette. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro 1, moi je suis plutôt rentré vers Maman Mobutu. Alors, quand je cours vers Maman Mobutu, je me rends compte que
Là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro 1. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur, je suis entré dans les caniveaux. Je suis resté dans les caniveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau, jusqu'à être sûr que les bruits, les vrombissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau. Comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont des gens qui m'ont pisté, certainement. Rentrer à la maison de ces conditions, peut-être qu'ils reviendront. J'ai juste appelé ma femme pour lui dire, je suis en danger. J'ai trouvé un petit hôtel dans le coin là. J'ai passé la nuit là-bas et depuis samedi, je ne suis plus rentré chez moi. Depuis cet incident-là. Donc depuis cet incident, je ne suis plus rentré chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. D'abord, c'était des menaces téléphoniques. Et après, maintenant, ça devient des menaces physiques. Ne me sentant pas en insécurité, j'ai décidé un peu de vivre en clandestinité en attendant d'observer et de voir comment la situation se passe. Et je vous dis qu'en tant que père de famille, loin de mes enfants, j'ai des enfants en bas âge, c'est une situation très cauchemardesque dans laquelle je me retrouve. Tout ce que je veux vous demander, c'est de voir à votre niveau ce que vous pouvez faire pour m'assurer la sécurité et rentrer voir ma famille. C'est compliqué. Je ne pouvais pas imaginer que j'aimais autant mes enfants. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on attende comme ça à la vie de quelqu'un. De toutes les façons, ce que nous demandons, c'est un droit. Ce que nous demandons, c'est un droit. Moi, j'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai commencé cette maison-là avant qu'elle n'ait commencé. Je suis arrivé dans cette maison avec certains de mes camarades que je vois ici, 8 mois avant les signaux de Digital Congo. Donc nous l'avons bâtie, nous l'avons construite. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons de droit, nous leur avons montré notre bonne foi, on leur a cédé 3 mois de nos salaires, on a accepté d'être payés par échelon, et puis après, pour ce combat-là que je mène, que je me retrouve dans des situations comme ça, moi, ça me rend quand même malade. Je lis inévitablement ce qui m'est arrivé à mon engagement syndical et à mes réclamations. Je dis inévitablement. Évidemment, je ne peux pas dire ça comme ça, j'ai des preuves, mais ce qui arrive est lié inévitablement à la situation, à ma situation de syndicaliste. Ce que je vous demande tout simplement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour me permettre de rentrer et retrouver ma famille. Parce que je ne me vois pas rester jusqu'à la fin de cette semaine. Je serais obligé de repartir comme ça. Mais je voulais quand même que ma voix soit entendue et que je dise aux gens, si aujourd'hui j'ai un problème, vous savez dans quelle direction il faut regarder. Parce que ça, c'est inévitable. Vous savez dans quelle direction il faut regarder. Donc c'est comme ça que je vous remercie pour votre disponibilité. C'est au fait de manière ramasser la situation dans laquelle je me trouve. Merci beaucoup. Bon, sinon, le fonctionnement de notre institution, nous sommes liés aux visites de confidentialité. Donc, on ne peut pas traiter des cas. On va rester à huis clos avec vous, soit avec une personne qui peut voir quelles sont les mesures que nous allons prendre. Mais néanmoins, on travaille en collaboration avec d'autres structures parce que nous n'avons pas dans nos attributions, vu notre loi, la protection des personnes, mais on recourt à d'autres structures, donc nos partenaires. Et à ce moment-là, on va dégager d'abord certaines mesures urgentes pour la protection et voir comment aller au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Mais pour prendre ces mesures, nous collaborons avec la victime que vous êtes. Et c'est à huis clos, parce qu'il ne faut pas que les mesures comprennent que ce soit à la portée de tout le monde, sinon ce n'est plus des mesures de protection. Sur les détails qui venaient d'être donnés, tant par Perrault que par son avocat. Mais, Monsieur le Président, j'estime que la Commission nationale des droits de l'homme, c'est le fruit d'une expérience vécue de la situation des droits de l'homme en RDC. C'est de là que vient cette structure. Et moi, mon souhait, parce que nous sommes passés par là, nous savons ce que ça donne. Et dans notre pays, on ne sait pas toujours jouer à l'anticipation. Quand quelqu'un reçoit des menaces,
on ne réagit pas tout de suite. On attend que le pire arrive pour commencer à condamner. Alors que la condamnation ne peut pas ramener la personne à la vie ou réparer l'irréparable. Voilà pourquoi notre passage dans votre bureau, ce n'est pas une formalité. Nous souhaitons à ce que ce soit quand même un passage qui va marquer votre passage à la tête de cette structure de défense des droits de l'homme. Parce que ce que Pero est en train de vivre, nous le vivons tous les jours. En face de nous, quelqu'un qui n'est pas armé, en face des personnes armées. Et comme conséquence, quand on engage les gens, on ne met pas les militaires là-bas. On ne fait pas signer les contrats aux gens devant les armes. Mais quand quelqu'un réclame ce droit, ça devient un problème. Ce que nous voulons vous demander, Monsieur le Président, nous savons comment ça fonctionne. Il y a les gens qui se passent pour des intouchables. Il y a les sacrés, les seigneurs dans ces pays. Si à travers votre modeste personne, à travers la structure dont vous dirigez, si quand même vous pouvez poser des actes qui donneront leçon à quelqu'un. Je ne sais pas votre mode opératoire, comment ça se passe pour vous imprégner des droits de l'homme. Vous attendez être saisi ou bien vous avez un système de saisie d'office des situations. Parce que les amis des digitales, là, ça fait des années, je sais. Aujourd'hui, c'est Pero. Il y a les dames là qui ont vécu aussi en clandestinité. Et quand on passe dans les médias, on ne passe pas dans les médias pour passer. Nous sommes à Kinshasa, nous parlons lingala, on a toujours dit ceux qui ont mon indoki, Belela. Si Pero n'a pas crié, la Jeep là ne pouvait pas ralentir, il ne serait pas sauvé. Et si quelqu'un passe à la télé, ce n'est pas pour une visibilité politique. C'est pour demander et attirer l'attention des décideurs de faire quelque chose. Mais ils sont passés dans les émissions au point où ils sont devenus plus vedettes dans la situation des digitales sans être entendus, sans être écoutés. Et voilà, nous en sommes là. Si vous pouvez quand même, cette fois-ci, Monsieur le Président, vous impliquer et vous travaillez en collaboration, certes, ma crainte est que cette collaboration-là tombe du côté bourreau, des Pero, là où je ne sais pas quelle suite nous allons attendre de là. Si vous pouvez quand même faire quelque chose cette fois-ci, pour que ce soit quand même un exercice de référence. Tous ces gens-là que vous voyez, des digitales pour la plupart, ne sont pas en sécurité. Nous parlons des Pero parce qu'il a failli laisser sa peau ce samedi. Je connais la dame là, je les ai réussi avant que je ne sois député. Et si je suis là, parce que je ne suis qu'en détachement, vous le savez. Et là, je suis journaliste, mais en détachement au Parlement. Alors, nous aimerions que la Commission nationale des droits de l'homme puisse quand même nous aider. Et s'il y a possibilité que les amis soient rétablis dans leurs droits, ça s'appelle aussi droit de l'homme. Ce qui lui revendique là, c'était un droit. Les droits aussi, ne droit que quand on sait le revendiquer. Ils revendiquent ces droits-là, mais sans obtenir une suite. Par contre, ce sont des menaces de mort, mais quand ils vont tuer, combien de personnes qui ont été tuées avant la création de cette structure? Voilà, Monsieur le Président, on ne veut pas abuser de votre temps. Et je voulais juste placer ces mots-là, parce que nous avons beaucoup des ONG de défense des droits de l'homme qui, pour la plupart, ne font que des formalités de remplir le rapport à transmettre, mais réserver des solutions comme telles, c'est un peu compliqué. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à Ida Sayouer, je pense, à Paris une fois, j'ai dit, mais quand quelqu'un est en danger, c'est que nous vivions ici, c'est que nous vivons. Quand quelqu'un est en danger, il appelle, il n'y a pas eu d'intervention. On attend que les pires arrivent, après, on dit non, écoutez, on a mis dans le rapport, nous avions reçu telle date, telle date. L'essentiel n'est pas de nous recevoir. L'essentiel, c'est de trouver, tant soit peu, une solution par rapport à la situation qui nous amène auprès de vous. Merci. Malencontreuse. Et après ces émissions, j'ai été témoin de coups de téléphone qu'il a reçus en ma présence, le menaçant même à mort, et lui disant que dans le jour qui arrive, tu verras ce qu'on va faire de toi, monsieur. Et je crois que ce jour-là, nous terminions l'émission Bossolona Politique, où nous avons dénoncé justement ce genre de comportement, du fait qu'une personne était choisie à la tête d'une grande commission au niveau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Donc, je viens également dénoncer parce que j'ai été témoin de ce menace après l'émission. Merci beaucoup. Ici, après avoir suivi la victime, donner le contenu de l'historique de la situation de manière générale, donner une spécification par rapport au cas digital
parce que depuis la déclaration du conflit collectif du travail, nous avons accompagné les salariés de cette entreprise jusqu'au point où nous en sommes arrivés. Le dossier est technique, il est simple, c'est un dossier à caractère social. Il ne peut pas avoir une implication liée à l'insécurité des personnes qui réclament un droit. Le salaire a toujours eu un caractère alimentaire et dans ce que vous faites, je sais que vous savez bien que les droits de l'homme, c'est également la protection des conditions des salariés. Parce que s'il faut que le salaire, le travail puisse revêtir son caractère décent, ça veut simplement dire que la protection de tous les Congolais par rapport à la vie professionnelle sur le pied de l'article 36 de notre Constitution, les conditions favorables d'une entreprise et les conditions des travailleurs au sein de celle-ci doivent requérir l'urgence d'une commission comme la vôtre au titre de la protection des droits de l'homme. Vous allez vous rendre compte que dans notre pays, je parle des entreprises de presse, il est un problème en ce qui concerne le traitement réservé à ces derniers. Malgré le travail d'information que la corporation des journalistes amène à notre population, mais dans tous les cas, les journalistes sont les premières victimes des menaces liées à l'exercice de leurs fonctions. Être ici, chez vous, dans un dossier à caractère social lié à la réclamation des soldes pour tout compte sur pied de l'article 100 du Code du travail est pour nous une interpellation de toutes les autorités à se rendre simplement compte que pour un dossier comme celui-ci, qui doit produire les effets prévus par les législateurs à la fin d'un contrat du travail, il est inutile. Alors inutile que les tortionnaires et des personnes mal intentionnées puissent exploiter la terreur comme arme pour faire reculer les bénéficiaires des droits. Les droits des salariés du digital sont garantis par la Constitution, sont garantis par le Code du travail. À ce jour, nous avons conduit ce dossier uniquement sur le plan technique et je vous affirme que l'inspecteur du travail, qui est l'organe de la loi en cette matière, a été saisi du dossier. À ce jour, il a produit les décomptes pour tout un chacun. Les décomptes vont être communiqués à l'employeur qui n'a qu'une seule porte de sortie, c'est le paiement. Donc, nous avons refusé, et cela de manière utile, à pouvoir rencontrer les spéculations sur les chaînes de télévision en rapport avec toutes les menaces et autres choses, parce que nous considérons que ce dossier a un contenu technique et au moment opportun, nous allons faire prévaloir les droits garantis à tous les salariés de digital. Donc, je veux rappeler simplement, en nous trouvant ici à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est de vous dire que la question de salariés doit requérir l'urgence de votre commission, parce que le salaire, c'est celui qui garantit la vie de tout citoyen. Et si le salaire est attaqué, si le salaire est menacé, c'est un droit. C'est un droit lié à la personne qui est effectivement menacée. Et la Constitution se trouve en train également d'être attaquée. Donc voilà, nous comptons sur votre implication. C'est vrai que toutes les institutions travaillent toujours en synergie, mais en ce qui concerne la particularité du contenu qui vous est réservé de par la loi, nous considérons que tout peut partir de vous pour mettre en œuvre des mesures nécessaires à la protection de tout un chacun. Perrault, c'est la face découverte de l'iceberg, mais tous les agents de digital connaissent également ces menaces, parce que chacun, nous avons traité de ce cas, pas simplement aujourd'hui avec ce qui est arrivé ce week-end, mais chacun, de manière particulière, a été l'objet d'une menace d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ce qu'il convient de retenir. De toute façon, nous, en ce qui concerne les contenus techniques du dossier, nous n'allons pas être éparpillés. Nous restons focalisés sur les effets du contrat du travail et les décomptes finaux qui doivent être versés à tout un chacun. Merci.
Effectivement, je me suis dit, je peux ajouter un mot par rapport à ce que l'honorable vient de dire. C'est vrai, nous sommes partis des digitales avant tout le monde et nous sommes d'ailleurs passés par ici. Ce que l'honorable vient d'évoquer tout à l'heure est tellement capital. Pourquoi nous sommes passés par ici. Et jusque-là, on n'a pas encore trouvé gain de cause par rapport à cette situation de Digital Congo. Nous sommes passés par ici. Mais ça fait pratiquement plus de 8 mois ou je crois une année qu'on n'a pas trouvé une solution par rapport à notre dossier. C'est le même dossier de Digital Congo. Aujourd'hui, notre confrère Pero Luara est menacé de mort, toujours avec le même, les mêmes dossiers de Digital Congo. Nous vous supplions vraiment, Monsieur le Président, de faire quelque chose par rapport à notre situation. Nous sommes décidés de ne pas reculer. Nous allons partir partout jusqu'à ce qu'on va entendre notre voix. Et si ce sont des représailles, nous allons continuer à crier tout haut parce que nous sommes décidés de ne pas laisser nos 15 années derrière nous sans gain de cause. C'est un peu ce que je voulais dire. Nous sommes déjà passés par ici, Monsieur le Président, vous vous rappelez de nous. Et après, les autres, on les a fait quitter Digital Congo. Du moins, on les a quand même donné quelque chose. Nous, mais l'honorable est là, il vous a même dit, nous sommes passés dans son émission, et c'est cette émission qui nous a créé jusqu'aujourd'hui problème. Les autres ont trouvé quand même quelque chose, nous n'avons pas trouvé. Pourquoi? Parce que aller chez Eliezer, rentrer dans votre émission, dans cette émission, vous pouvez trouver quelque chose. Nous, on ne va pas vous payer. C'est ça, Digital Congo ne veut pas bouger. Alors, nous sommes décidés de rentrer avec les amis qui se sont dit, vous allez à la CNDH, ok, nous vous accompagnons pour rappeler aussi, parce que nous sommes déjà passés par ici, nous voulons vraiment cette fois-ci voir les choses bouger de la part de la CNDH par rapport à notre dossier de Digital Congo. Je vous remercie. Il sait, lorsque vous adoptez la voie de la procédure, il faut être patient. Il faut être patient. Sinon, j'ai les dossiers avec moi de digital. Je n'ai pas mâché mes mots. On peut vous lire pour comprendre, mais ça sera peut-être hors caméra. Maître Bienvenu, vous pouvez lire. On commence par la première lettre, deuxième lettre. C'est depuis le 15 octobre qu'on a interpellé nos amis de digital. Et le 15 octobre, nous observons notre loi parce que la loi nous donne une conduite. Après un délai, on entame notre procédure. Jusqu'à ce que la CNDH, si elle estime porter plainte au nom des victimes, elle le fait. Vous voyez. Donc, on n'a pas croisé les bras. Et on a commencé selon la procédure et toutes les correspondances sont bel et bien arrivées du côté digital parce qu'on a accusé réception et on met là digital, donc les préposés des digital ont reçu nos correspondances. Je me souviens un jour, j'ai eu des coups de téléphone pour un rendez-vous. J'ai dit non, je réponds à un rendez-vous de quelqu'un qui est identifiable. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas identifiable, il est difficile de répondre à ces rendez-vous-là. Mais néanmoins, nous sommes dans la procédure et je trouve que la CNDH observe les délais par rapport à la loi. Parce que nous ne voulons pas aller de violation en violation. Quand l'autre partie viole le droit, il ne faut pas que la partie qui est en train d'instruire le dossier puisse aussi violer les mêmes droits ou s'abstenir. Alors nous avons un délai et ce délai-là on l'observe et après nous allons passer à des étapes. Si pas de contraintes, nous allons utiliser ce que dit la loi. C'est ça le problème. Sinon on n'a pas croisé les bras. On avait écrit depuis le 15 octobre pour rappel. Et ils ont reçu la lettre quand? Le 28. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas montrer tout ce qu'il y a eu comme suite pour contraindre à ce que la lettre soit reçue. C'est pour cette raison, je vous ai dit que je suis en difficulté de m'étaler
d'autant plus que nos dossiers sont instruits dans les huis clos. Et même quand on va décider, tous les 9 membres, pour décider, c'est toujours à huis clos. Alors, c'est pour cette raison que j'exige, mais pour les dossiers d'aujourd'hui, là, ce n'est pas une plainte normale. C'est une demande de protection spécifique. Et là, ça y est une autre procédure. Et quand je parle de collaboration des partenaires, ce ne sont pas des partenaires étatiques. Ce sont des partenaires indépendants qui ont les mêmes statuts que nous autres, comme une institution indépendante. Parce qu'on ne peut pas livrer quelqu'un à une structure qui peut faire du mal à la personne. Non. Là, ce n'est plus la protection. Ça devient maintenant l'exposé. C'est pour cette raison je parle à travers les mots. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment, selon notre déontologie, bien placé pour répondre de toutes les stratégies que la CNDH peut prendre.